Mercredi 3 mars, 2 heures du matin, au comptoir d'enregistrement de la British Airways à Colombo, après 15 jours de superbes vacances en famille au Sri Lanka. L'hôtesse tape frénétiquement sur le clavier de son ordinateur. Après de longues minutes, elle lève les yeux et déclare « Désolé, mais votre vol est parti hier matin. » Grand moment de solitude. Comment est-ce possible ? 3 jours plus tôt, au dernier lodge, nous avions dû ajouter une nuit supplémentaire à notre réservation initiale, ce que j'avais fait sans me poser la moindre question. Mon cerveau m'avait conduit à confirmer les informations qui allaient dans le sens de mes croyances, comme le fait que nous partions mercredi, et que ni ma femme ni le guide ne tiquaient quant à cette nuit supplémentaire. Et mon cerveau négligeait cette nuitée imprévue et oubliait totalement de me faire vérifier sur mon agenda la date effective de notre départ. Je venais d'être victime de ce qu'on appelle un biais cognitif, et plus précisément dans ce cas-là, d'un biais de confirmation. Alors, que sont ces fameux biais cognitifs ? Eh bien, en quelque sorte, ils sont des erreurs d'appréciation de notre cerveau qui nous conduisent à prendre des décisions non rationnelles. Alors, pourquoi ces erreurs d'appréciation ? Pourquoi parfois notre cerveau nous trompe ? Petite expérience. Regardez l'image suivante et fixez bien votre regard sur la croix centrale. Qu'observez-vous ? Pour la plupart d'entre nous, les taches violettes ont tendance à disparaître. Pourtant, dans la réalité, elles existent bien, ces taches violettes. Et d'ailleurs, votre rétine les a enregistrées. Mais trop immobiles, votre cerveau les a considérées comme des erreurs, un peu comme des poussières à la surface de l'œil. Et il a donc supprimé cette information dans ce qu'il a transmis à notre pensée consciente. Dans notre pensée consciente, nous n'avons en effet qu'un résumé d'un tout un traitement préalable fait par notre cerveau. Eh bien, les biais cognitifs en sont une conséquence directe. Dans notre pensée consciente, nous imaginons être maître à bord, totalement rationnels, et nous ne réalisons pas tout ce que peut faire notre cerveau sans nous faire savoir, à l'insu de notre plein gré. Alors revenons au biais de confirmation. Notre cerveau, c'est une machine biologique. Ses capacités énergétiques sont limitées. Il a donc tendance à favoriser les fonctionnements automatiques, peu énergivores, comme confirmer les informations qui vont dans le sens de nos croyances, et il évite les fonctionnements énergivores, comme se lancer dans l'analyse des informations qui contredisent nos croyances. Bonne nouvelle, nous avons un certain contrôle sur ce sur quoi nous souhaitons faire travailler notre cerveau. Connaissant le biais de confirmation, nous pouvons éviter de négliger les informations qui contredisent nos croyances, et même volontairement les analyser. Et puis, on peut aussi utiliser des trucs. Dans mon métier de médecin, le biais de confirmation est une source fréquente d'erreurs médicales. Par exemple, dans mon service, quand nous recevons un patient qui vient des urgences, généralement, un premier diagnostic a été évoqué. Comme vous l'avez compris, en raison du biais de confirmation, nous avons tendance à prendre les informations qui confortent ce diagnostic initial et à négliger les informations qui le contredisent. Alors le truc que j'utilise et que j'enseigne à mes élèves est la règle des 3 diagnostics. Même si le diagnostic semble évident, toujours évoquer 2 autres diagnostics alternatifs et chercher à savoir s'ils sont crédibles ou non. Et ainsi, bien des erreurs sont évitées. Je sens que la prochaine fois que vous allez voir votre médecin, vous allez lui demander quels sont ces 2 autres diagnostics alternatifs. Bon, quittons un peu le champ de la médecine, faisons une autre expérience.
Qui parmi vous se considère comme meilleure conductrice ou conducteur que la moyenne? Allez, on n'a pas peur, allez, allez, allez. Voilà, comme bien souvent, beaucoup plus que la moyenne, hein. Ce qui n'est pas très cohérent, pas très logique. Et ce qui confirme que la majorité des êtres humains sont en fait sujets au biais d'excès de confiance. Un autre exemple, dans une grande université américaine, une étude a montré que 93% de leurs professeurs se considéraient comme meilleurs enseignants que la moyenne. Pas très logique, hein. Donc ce biais d'excès de confiance consiste à surestimer son niveau de connaissance et de compétence. On a un petit peu une image plus positive de nous-mêmes que nous ne sommes en réalité. Et ce biais est extrêmement fréquent dans notre espèce. Mais il n'est pas sans danger. Quand vous êtes en excès de confiance, vous prenez du risque, ce qui peut être dommageable pour vous-même ou pour autrui. Et à nouveau, pour revenir à la médecine, le biais d'excès de confiance est probablement la plus fréquente source d'erreurs médicales. Trop confiant, un médecin évite de prendre un avis complémentaire, de vérifier un de ses savoirs, et se trompe. Alors pourquoi ce biais d'excès de confiance? Eh bien, sa fréquence laisse penser qu'il est le résultat d'un processus de sélection évolutive. L'excès de confiance chez nos ancêtres les a conduits à prendre des risques, ce qui parfois était dommageable, mais au global a permis à notre espèce de se développer et aujourd'hui de dominer la planète. Alors, continuons notre exploration du cerveau pour faire connaissance d'un troisième biais cognitif. Notre évolution, en tant qu'humain, a été aussi marquée par l'acquisition de la position debout. Une des conséquences, c'est que le bassin des femmes est devenu plus étroit. Or, en parallèle, le volume du cerveau des humains augmentait, ce qui rendait donc plus compliqué l'accouchement et était source d'une fréquente mortalité infantile et maternelle. Et la tendance a été que les enfants qui naissaient un peu trop tôt étaient les seuls à survivre, car ils avaient un volume de tête encore capable de quitter le cocon maternel sans dommage. Et progressivement, génération après génération, les humains sont nés de plus en plus tôt. Aujourd'hui, toutes et tous, nous sommes de grands prématurés. Le résultat est que, contrairement aux autres animaux, à la naissance, nous avons pratiquement tout à apprendre. Mais fort heureusement, notre cerveau dispose de grandes capacités d'apprentissage. Ces capacités reposent en particulier sur un puissant système de récompense immédiate et sur une substance cérébrale, la dopamine. Alors comment ça marche? Par exemple, souvenez-vous quand vous avez appris à faire du vélo. Vous étiez motivé pour le faire. Ça semblait sympa de se déplacer sur ce vélo. Mais que c'était difficile! Puis après de nombreuses tentatives, un jour, ça y est, vous avez réussi sur une petite distance, vous n'êtes pas tombé, gagné. Et là, dans votre cerveau, vous avez libéré de la dopamine. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais cette dopamine a permis de rendre plus facile, par la suite, l'activation de l'ensemble des cellules nerveuses qu'il faut mettre en jeu pour réussir à faire du vélo sans tomber. Le lendemain, nouvelle tentative, et là, catastrophe, vous tombez. Alors, surtout pas de libération de dopamine, et même au contraire, réduction transitoire des taux de dopamine cérébrale pour ne surtout pas mémoriser ce programme qui a conduit à un mauvais résultat. Et puis, avec la répétition des succès, libération de dopamine, des échecs, baisse de dopamine, le geste a été progressivement automatisé et vous avez appris à faire du vélo. Une fois que c'est appris, il n'y a plus besoin de dopamine. Aujourd'hui, quand vous faites du vélo sans tomber, généralement, vous ne libérez plus de dopamine. Mais aux côtés des gestes appris et automatisés, en permanence, tout au long de notre vie, nous continuons à apprendre, à nous perfectionner. Et le système à dopamine reste donc disponible. Or, ce système n'est pas sans danger. Il conduit en effet à nous faire préférer la perspective d'une récompense immédiate
à une récompense à plus long terme, même si cette dernière a plus de valeur. Par exemple, tout à l'heure, quand vous allez quitter la salle, peut-être un peu fatigué, vous aurez envie d'une petite récompense. Il vous faudra alors faire un effort important pour freiner cette envie de récompense immédiate, l'attrait d'une boisson sucrée par exemple, et lui préférer la récompense à plus long terme de rester en forme et de ne pas prendre de poids. Désolé pour le vendeur de boissons. Mais vous venez d'apprendre à vous méfier et à apprivoiser le biais d'immédiateté. Et ce biais est extrêmement fréquent dans nos vies actuelles. Pensez au plaisir de la réponse immédiate aux mails, aux textos, aux likes sur les réseaux sociaux, qui prennent tant de notre temps, au détriment d'activités plus longues et coûteuses sur le plan énergétique à réaliser, mais au total plus satisfaisantes, comme analyser, réfléchir, créer. Et la puissance de ce biais d'immédiateté est telle qu'il peut devenir facilement addictif. Plus vous obtenez de récompenses immédiates, plus vous en avez envie et plus vous avez du mal à vous en passer. Et peut-être que vous le savez, mais les réseaux sociaux utilisent ce biais d'immédiateté pour capter votre attention et votre temps de cerveau. Ces quelques exemples pour vous faire percevoir ce que sont les biais cognitifs. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'erreurs du cerveau à proprement parler, mais des conséquences de certaines modalités de son fonctionnement. Surtout, vous avez vu que les connaître permet de les repérer et de les apprivoiser. Ainsi, pour éviter le biais de confirmation, maintenir un esprit critique et prêter attention aux informations qui contredisent vos croyances. Pour éviter le biais d'excès de confiance, faire preuve d'humilité par rapport à son vrai niveau de connaissance et de compétence. Et pour éviter le biais d'immédiateté, savoir freiner son envie de récompense immédiate pour protéger en particulier ce bien très précieux qu'est notre temps. Vous vous souvenez que notre cerveau a de grandes capacités d'apprentissage. Bonne nouvelle, plus vous pratiquez le repérage des biais et le moyen de les éviter, plus vous devenez performant à le faire. Et cela, contrairement à moi, vous permettra probablement, lors de votre prochain voyage, d'éviter de vous tromper sur la date de retour.